Mon mari a ri quand je suis venu au tribunal seul, puis le juge a demandé, « Vous ne la reconnaissez pas ?» Mon mari m'a mise à la porte, a vidé nos comptes et s'est moqué de moi en me traitant de personne fauchée et sans importance. Au tribunal, son avocat a ri, jusqu'à ce que le juge révèle qui j'étais vraiment. Et que les agents fédéraux verrouillent les portes. Je me tenais dans cette salle d'audience sans avocat à mes côtés et toute la famille de mon mari a ri. Elle ne peut même pas payer une contravention de stationnement, a ricané son frère. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était si sûr, jusqu'à ce que le juge regarde par-dessus mon épaule, droit vers l'avocat de mon mari et demande, « Vous ne la reconnaissez vraiment pas ?» Le visage de mon mari est devenu blanc comme un linge. Je m'appelle Vivian Slat. J'ai 34 ans. Pendant 6 ans, j'ai joué le rôle de l'épouse discrète et effacée d'une étoile montante dans l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Boston. Il croyait que j'étais une assistante comptable à distance, gagnant 38 000 $ par an. Il croyait que j'étais une personne sans importance qu'il pouvait jeter de côté dès que quelque chose de plus brillant se présentait. Il n'avait aucune idée que j'étais en fait la directrice fondatrice du Meridian Forensic Group, une entreprise discrètement engagée par les procureurs fédéraux pour démêler les crimes financiers de personnes exactement comme lui. Avant que je vous raconte comment j'ai démantelé son monde entier, dites-moi d'où vous regardez ce soir. Et si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui pensait que votre silence signifiait de la faiblesse, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car cette histoire est pour vous. Tout a commencé par une soirée glaciale de novembre dans le quartier de Back Bay à Boston, le soir exact de notre 6e anniversaire de mariage. J'avais passé mon après-midi à traverser la ville sous une pluie verglaçante pour acheter une bouteille de scotch de 25 ans d'âge qu'il laissait entendre vouloir depuis des semaines. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à notre appartement, mon manteau trempé et mon cœur, bêtement, encore léger. Je pensais vraiment que nous allions commander à dîner, ouvrir cette bouteille et trinquer à 6 ans de construction commune. Je n'avais aucune idée que l'homme qui m'attendait à l'intérieur m'avait déjà effacé de son avenir. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans le vestibule. La première chose que j'ai remarquée n'était pas l'odeur du dîner ou des fleurs. C'était l'odeur forte et bon marché des sacs poubelles en plastique. 5 d'entre eux étaient empilés au milieu de notre salon, juste sur le tapis que j'avais mis un mois à choisir. L'un d'eux s'était éventré, déversant mes pulls et les blazers que je portais pour mon prétendu travail de saisie de données sur le parquet. Il n'avait pas seulement emballé mes affaires, il avait jeté ma vie à la poubelle. Marcus était assis sur le canapé en cuir, les jambes croisées, un verre de liquide ambré à la main. 36 ans, toujours dans le costume anthracite qu'il portait chaque fois qu'il concluait une grosse affaire, pas un cheveu de travers. Il m'a regardé comme il regardait une action qu'il avait déjà décidé de vendre à découvert. « Tu es rentré tôt », a-t-il dit d'un ton plat et indifférent. J'ai regardé les sacs, la pluie de mon manteau goûtant sur le sol. « Qu'est-ce que c'est, Marcus ? Pourquoi mes vêtements sont-ils dans des sacs poubelles ? C'est notre anniversaire. » Il a pris une longue gorgée de son verre et a ramassé une épaisse liasse de papier reliée par une pince bleue sur la table basse. Il me l'a lancée. Elle a atterri avec un bruit sourd. « Papier de divorce », a-t-il dit. « J'ai déjà signé ma partie. J'ai besoin de la tienne ce soir. Ne te fatigue pas à lire la section sur les actifs. Mon avocat s'est assuré que tout est bétonné. Tu récupères ce que tu as apporté dans ce mariage, c'est-à-dire rien. » Je suis resté figé, la bouteille de scotch me semblant soudain comme une brique dans les mains. « Tu divorces de moi, ce soir, le jour de notre anniversaire. » Il a ri, d'un rire bref et sans humour. « Il n'y a jamais de bon jour pour les mauvaises nouvelles, Vivian. Ne transformons pas ça en scène. Je prends une nouvelle direction, et honnêtement, tu ne corresponds plus au tableau. » Il s'est levé, a contourné la table basse, me toisant de haut en bas comme quelque chose qu'il aurait raclé de sa chaussure. « Je suis vice-président senior maintenant. Je vais à des galas, des collectes de fonds, des salles pleines de gens qui comptent. Mes collègues ont des femmes qui sont vives, ambitieuses, magnétiques, et toi, tu restes en pantalon de survêtement à saisir des chiffres dans des feuilles de calcul pour une boîte sans nom. Tu gagnes quoi ? 38 000 par an. Tu es une dactylo glorifiée. Pendant 6 ans, j'avais gardé ma couverture pour pouvoir faire un travail sensible d'audit de cas de fraude fédérale sans me mettre en danger. Je l'ai laissé croire qu'il était le seul ambitieux de la maison. J'ai joué l'épouse discrète pour qu'il puisse briller. C'était mon remerciement. « Tu es ennuyeuse, Vivian », a-t-il poursuivi.
Aucune motivation, aucune ambition, contente d'être invisible. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le vrai argent, le vrai pouvoir. Tu es un poids mort et je coupe mes pertes. J'ai regardé les sacs de mes vêtements. J'ai pensé aux mensualités de l'hypothèque que j'avais discrètement virées depuis un compte privé chaque mois pour qu'il puisse jouer le rôle de seul soutien de famille. J'ai regardé les papiers sur la table. Une femme plus faible aurait pleuré, aurait supplié. Je ne l'ai pas fait. Le même esprit qui avait passé une décennie à traquer les criminels en col blanc pour le gouvernement fédéral s'est simplement mis en marche et est devenu froid. Il pensait que j'étais une employée sans éducation qui signerait et disparaîtrait. Il pensait que ma prétendue pauvreté me forcerait à une sortie discrète. J'ai besoin que tu sois parti avant minuit, a-t-il ajouté, consultant sa montre comme si j'étais un rendez-vous en retard. Les sacs sont faits. Laisse ta clé sur le comptoir. Signe les papiers. Prends tes ordures et retourne à la vie que tu avais avant moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et n'ai rien dit. J'ai hoché la tête une fois, me suis retourné et suis sorti, laissant le scotch sur la table de l'entrée. Il n'avait aucune idée qu'en me mettant à la porte, il venait de lâcher dans sa vie l'enquêtrice financière la plus dangereuse de l'État. La femme dans l'escalier. Avant même d'atteindre la porte, j'ai entendu des pieds nus sur l'escalier en colimaçon derrière moi. Une femme descendait, faisant glisser ses doigts le long de la rampe en verre comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Fin de la vingtaine, cheveux noirs et lisses, le genre de raffinement qui coûte très cher. Elle portait mon peignoir de soie ivoire, celui que j'avais fait faire sur mesure à Milan lors d'un voyage que j'avais décrit à Marcus comme un séminaire ennuyeux sur la conformité. Elle a traversé la pièce et a passé son bras sous le sien. « Voici belle », a dit Marcus, aussi nonchalamment que s'il présentait une collègue. Elle est associée chez Holt & Vance. Elle est dans ma vie depuis 8 mois. Elle comprend la pression sous laquelle je suis. C'est exactement la partenaire dont j'ai besoin alors que j'entame mon prochain chapitre. Belle m'a adressé un sourire pincé et plein de pitié. Je sais que c'est difficile à entendre, Vivian, mais tu dois être réaliste. Marcus et moi construisons quelque chose qui exige un certain calibre de personne. Elle a jeté un coup d'œil au sac poubelle, puis à mon manteau trempé. Tu devrais simplement signer ce soir et partir tranquillement. Un bon avocat en divorce demande une avance de $20 000 avant même de jeter un œil à ton dossier. Avec 38 000 par an, tu ne peux pas te permettre de te battre. Tu ne peux même pas te permettre de franchir le hall d'un vrai cabinet. J'ai noté son nom, son cabinet, son âge. Holt & Vance, un cabinet connu dans toute la ville pour ses litiges agressifs et impitoyables au nom des ultra-riches. Une jeune associée là-bas serait avide, trop confiante et dangereusement négligente. Marcus a sorti son téléphone et a montré notre application bancaire commune. Le solde indiquait 0. J'ai tout déplacé sur un compte privé ce matin, a-t-il dit avec un sourire narquois. J'ai aussi appelé la compagnie de cartes de crédit. Tu es retiré de toutes les cartes. Ce que tu as dans ton portefeuille, c'est tout ce que tu as. Tu as vidé nos comptes, ai-je dit doucement. Je protège ce que j'ai gagné, a-t-il dit. Mes bonus, mes heures. Tu as contribué avec un salaire administratif qui couvrait à peine les courses. J'ai pensé aux $200 000 de fonds propres que j'avais injectés dans cet appartement 5 ans plus tôt, de l'argent de mes propres économies viré discrètement pour qu'il ne pose jamais de questions. Et l'appartement ? J'ai mis de l'argent dans la compte. Belle a carrément ri. Oh, Vivian, tu ne comprends vraiment pas comment ça marche. Nous avons utilisé ta contribution, a dit Marcus doucement. Mais te souviens-tu des documents de clôture que tu as signés là où le courtier te l'indiquait ? Mon avocat a rédigé un accord secondaire le qualifiant de don, pas de fonds propres. L'acte de propriété est uniquement à mon nom. Tu n'as aucun droit. Je savais exactement ce que j'avais signé. Je l'avais laissé mettre l'acte à son nom des années auparavant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la confiance et tout à voir avec le fait de garder certaines déclarations fédérales loin de mon propre nom. Il pensait m'avoir déjoué avec une manœuvre immobilière de base. Il n'avait aucune idée qu'en revendiquant la propriété exclusive, il avait également revendiqué la responsabilité exclusive de quelque chose que je suivais discrètement depuis des mois. Mais j'avais besoin qu'il sente qu'il avait déjà gagné. Alors tu me mets dehors sous la pluie, ai-je dit, laissant ma voix trembler légèrement. Sans argent, sans carte, sans nulle part où aller. Appelle une de tes amies de la saisie de données, a dit Marcus. Ou trouve un motel bon marché.
Je me fiche de savoir où tu vas ce soir. Sois juste parti. J'ai pris le dossier de divorce de sa main. Je n'ai pas crié. Je ne le lui ai pas renvoyé. J'ai simplement tendu la main au-delà du sac poubelle déchiré, j'ai attrapé la seule valise d'urgence noire que je gardais toujours prête, celle qui, pour lui, ne ressemblait à rien de plus qu'un manteau de rechange, et je suis sorti sans regarder en arrière. L'appel. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, ma posture a complètement changé. L'affaissement a disparu. Mes épaules se sont redressées. Une clarté froide et concentrée s'est installée en moi. Marcus Whitfield pensait qu'il venait d'exécuter un coup parfait. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tendre une arme chargée à une experte en comptabilité judiciaire qui démantelait des réseaux de fraude de plusieurs millions de dollars avant son café du matin. Je suis sorti sous la pluie glaciale de Boston et j'ai marché jusqu'à l'ombre d'un parking, hors de portée des caméras. Je me suis agenouillé à côté de ma valise, j'ai ouvert la doublure cachée et j'ai sorti un téléphone crypté dont Marcus ignorait l'existence. J'ai tapé un code d'accès à 16 chiffres. L'écran a illuminé la ruelle. 2 sonneries. Mon chef des opérations, Dara, a répondu instantanément. Bonsoir, directrice. Êtes-vous en sécurité? Complètement, ai-je dit. J'ai besoin qu'une analyse forensique de niveau 4 soit lancée immédiatement. Cible, Marcus Whitfield. Compris. Paramètres? J'ai regardé la pluie frapper le trottoir. Chaque transaction des 6 dernières années. Chaque virement qu'il a effectué à l'étranger. Je veux que ses comptes cachés soient cartographiés. Je veux que sa vie financière soit disséquée jusqu'au dernier dollar. On pouvait déjà entendre Dara taper. Nous aurons des données préliminaires d'ici demain matin. Pas encore de notification fédérale, ai-je dit. Nous rassemblons tout d'abord. Il vient de signer un document revendiquant la propriété exclusive de tous les actifs que nous partageons. Il pense se protéger. Il vient de se mettre la corde au cou. Laissons-le s'installer confortablement. J'ai terminé l'appel, hélé un taxi et donné une adresse au chauffeur. Marcus ne savait rien de mon véritable appartement, une modeste maison en grès brun que je possédais en pleine propriété sous un autre nom. Le dîner de famille. 4 jours se sont écoulés avant que je doive retourner dans leur monde. Je ne voulais rien avoir à faire avec eux, mais Marcus avait gardé la seule chose qui m'importait vraiment, un petit médaillon en argent, la seule chose qu'il me restait de ma mère avant que je n'entre en famille d'accueil à l'âge de 9 ans. Il connaissait sa valeur. Il savait que je devrais revenir pour le chercher. Je me suis garé dans l'allée circulaire de la propriété de sa mère, Eleanor, près de Wellesley. L'endroit était bordé de voitures de luxe. Je suis entré, vêtu du même cardigan pratique que je portais le soir où il m'a mise à la porte. La gouvernante m'a laissé entrer, les yeux fuyants. Elle savait dans quoi je m'engageais. Je me suis tenu dans l'embrasure de la salle à manger. Eleanor était assise en bout de table, dégoulinant de l'argent de son défunt mari. Le frère aîné de Marcus, Grant, se versait agressivement un deuxième bourbon. Son téléphone vibrait constamment sur la table, un signe clair des dettes de jeu que mon équipe avait déjà repérées. À côté de lui était assise sa femme, Simone, silencieuse, les yeux vifs, observant tout. Et à la place qui avait été la mienne pendant 6 ans, était assise Belle. Les rires se sont tus dès que mes chaussures ont touché le parquet. Je suis seulement ici pour le médaillon de ma mère, ai-je dit d'une voix égale. Donnez-le-moi et je partirai. Eleanor a posé son verre de vin avec un cliquetis délibéré. Marcus ne t'a pas invité ici pour une babiole, Vivian. Je voulais que tu vois exactement à quoi ressemble une partenaire convenable pour mon fils. Elle a fait un geste verbal. Nous avons passé 6 ans à essayer de te polir. Mais on ne peut pas transformer un chien errant en cheval de concours. Je n'ai rien dit. Tu as grandi en passant de foyer d'accueil en foyer d'accueil, sans rien, a poursuivi Eleanor, la voix s'aiguisant. Pas de pédigré, pas d'ambition. Tu n'apportes rien au nom de cette famille. Marcus entre maintenant dans une élite de la société. Il a besoin d'une partenaire, pas d'une assistante de bas niveau que nous tolérions par pitié. La table a éclaté d'un rire silencieux et cruel. J'ai regardé brièvement Simone. Elle ne riait pas. Ses mains étaient serrées, les jointures blanches sur sa serviette. J'ai souri, lentement, calmement et assez froidement pour que l'expression suffisante d'Eleanor vacille. Vous avez tout à fait raison,
ai-je dit. Cette famille va bientôt avoir besoin d'un très bon avocat. Je me suis tourné vers Marcus et j'ai tendu la main. Le médaillon. Il l'a jeté sur la table. Il a glissé jusqu'au bord. Je l'ai ramassé, me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas fait de pas avant qu'une main ne se serre sur mon épaule. Grant, puant le bourbon, m'a arraché le médaillon de la paume, le balançant au-dessus de ma tête. Pas si vite, a-t-il bredouillé. Tu crois que tu peux débarquer ici, insulter ma mère et t'en sortir indemne. Cette épave que tu as conduite est une honte. Tu es une blague, Vivian. Tu l'as toujours été. La table a ri de nouveau. Marcus s'est levé, a pris un verre plein de vin rouge sur la table et s'est approché de moi d'un pas froid et délibéré. Mon frère a raison, a-t-il dit. Tu as pris beaucoup trop l'habitude de parler à tort et à travers. Sans hésitation, il a incliné le verre. Le vin a éclaboussé ma poitrine, trempant instantanément ma blouse. La pièce a explosé de rire. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas essuyé. Je l'ai laissé couler. Belle s'est levée, s'est dirigée vers une table d'appoint et est revenue avec un document juridique et un stylo en or. Ceci est une renonciation complète aux biens matrimoniaux, a-t-elle dit. Purement professionnel, pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur les fonds propres, complètement contraignant. Marcus me l'a fait rédiger ce matin. Marcus a de nouveau balancé le médaillon devant mon visage. Signe-le et tu récupères le médaillon. Refuse et il finit dans le broyeur ce soir. J'ai pris le stylo. Ma formation juridique a immédiatement décelé l'évidence. Signer une renonciation couverte de vin, entourée de personnes hostiles sous la menace explicite de destruction de biens, était la définition même de la contrainte. N'importe quel juge l'annulerait en moins d'une minute. C'était du papier sans valeur, mais ils étaient trop aveuglés par leur propre supériorité pour remarquer l'erreur qu'ils commettaient. J'ai signé. Marcus a laissé tomber le médaillon sur le sol plutôt que de me le donner. Bonne fille, a-t-il dit. Maintenant, sors avant de tacher les tapis. Je me suis penché, les ramassé et j'ai croisé le regard de Simone une dernière fois. Elle a fait le plus léger des hochements de tête. Une alliance venait de se former. Avant d'atteindre la porte d'entrée, un fracas a retenti de la salle à manger. Simone avait accidentellement renversé une carafe d'eau pleine directement sur les genoux de Grant. Dans le chaos, elle m'a attrapé le bras bruyamment, annonçant qu'elle m'emmenait à la cuisine pour chercher de l'eau gazeuse. Dès que les portes battantes se sont refermées derrière nous, son masque poli et apologétique est tombé complètement. « Je sais que tu viens de signer cette renonciation de merde pour le médaillon », a-t-elle dit à voix basse et urgente. « Mais écoute-moi. Ne signe rien d'autre. Ne les laisse pas te précipiter vers un règlement. » Je n'ai rien dit, attendant. « Il déplace de l'argent plus vite que tu ne le croirais », a-t-elle chuchoté. « Je travaille de la maison 2 fois par semaine. Mardi dernier, j'ai vu Marcus recevoir des paquets scellés par coursier ici, chez sa mère, spécifiquement pour éviter les registres de courrier de son entreprise. J'ai vu l'adresse de retour avant que Grant ne déchire les enveloppes. Il caïman. Mon pouce est stabilisé en quelque chose de vif et de concentré. Des preuves physiques par coursier livrées à une adresse résidentielle étaient le genre d'erreur arrogante qui faisait éclater les affaires. Il cache de l'argent sérieux, a poursuivi Simone. Marcus et Belle mettent en place des sociétés écrans offshore. Grant aide à acheminer les documents parce qu'il doit de l'argent à des gens qu'il ne peut pas payer. Ils veulent que tu partes avec rien pendant qu'ils sont assis sur des millions. Pourquoi me dire ça, ai-je demandé doucement. Tu es marié à son frère. Elle a laissé échapper un rire amer. Grant est en train de vider mes économies pour couvrir ses pertes de jeu. Cette famille traite quiconque n'est pas du même sang comme un bien jetable. J'ai besoin d'une porte de sortie et je pense que tu es beaucoup plus intelligente qu'il ne le croit. Je l'ai étudié un long moment. Sais-tu où il garde les documents physiques? Marcus a installé un coffre-fort biométrique dans le bureau d'Eleanor. Je n'ai pas le code, mais je sais quand il y accède. Je lui ai offert un petit sourire sincère, le premier vrai depuis des jours. Merci pour l'eau, Simone. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon vrai bureau, au 41e étage d'une tour de verre dans le quartier de Seaport, le siège du Meridian Forensic Group. Fenêtre panoramique, des rangées d'analystes cartographiant déjà les comptes offshore de Marcus. Un monde dont il ignorait l'existence.
Mon assistante Priya est entrée. Directrice, appel entrant sur la ligne de couverture. L'identifiant de l'appelant indique Marcus Whitfield. Il appelle directement Lighthouse Data Service. Lighthouse Data Service était mon employeur écran soigneusement construit, la société fictive qui expliquait mon modeste salaire et mes horaires flexibles. J'ai souri froidement. Passez-le à la voix de la réception. Voyons jusqu'où il est prêt à aller. Priya a répondu en tant que responsable des ressources humaines, jouant le rôle d'une directrice de bureau stressée. Marcus, utilisant sa voix de banquier la plus suave, a expliqué qu'il traversait un divorce difficile et se sentait moralement obligé d'avertir l'entreprise que sa future ex-femme avait un problème de jeu et avait détourné des fonds. Le crime exact qu'il était lui-même en train de commettre. Elle gère des données clients sensibles, a-t-il dit gravement. Une femme désespérée pourrait les vendre. Je ne fais que protéger votre entreprise. Priya a halté sur le moment. C'est une violation grave du protocole. Nous allons traiter son licenciement aujourd'hui. Merci, Priya, a dit Marcus doucement. Vous faites ce qu'il faut. La ligne s'est coupée. Mon équipe, qui écoutait sur le réseau interne, a éclaté d'un rire silencieux. Il venait de forcer un faux département des ressources humaines à me licencier d'un travail qui n'existait pas. 10 minutes plus tard, un message texte a allumé mon téléphone secret. J'ai entendu parler de ton petit travail. Dommage. Bonne chance pour trouver un refuge ce soir. Tu n'es rien sans moi. Je n'ai pas répondu. Le silence est l'arme la plus tranchante contre un homme qui a besoin d'une réaction. La médiation. 10 jours plus tard, je suis entré dans les bureaux au mur de verre de Holt & Vance, portant le même cardigan usé et un sac fourre-tout bon marché. Je devais avoir l'air exactement d'une femme qui avait passé la semaine précédente à pleurer sur le canapé d'une amie. Marcus était assis de l'autre côté de la table en acajou avec Belle à ses côtés. À la tête de la table se trouvait Richard Holt, associé principal, un homme dont la réputation de broyer les conjoints dans les divorces à gros enjeux était légendaire. Vous n'avez pas d'avocat, a dit Holt, faisant glisser une seule page sur la table. Mon client se montre généreux. Un règlement forfaitaire de $10 000. Un paiement de courtoisie pour vous aider à trouver un petit appartement et à passer à autre chose. $10 000. Il venait de faire transiter des millions par les Caïmans et il m'offrait une erreur d'arrondi. J'ai laissé mes mains trembler. J'ai mis 200 000 de mes propres économies dans cet appartement, ai-je dit, la voix brisée. 10 000 ne couvriront même pas le premier et le dernier mois de loyer. Belle s'est penchée en avant, impatiente de faire ses preuves. Tu ne comprends pas comment ça marche, Vivian. Si tu te bats, nous t'enterrons sous les pièces à conviction. Un avocat compétent coûte 25 000 juste pour ouvrir un dossier. Tu repartiras en nous devant plus que ce que tu n'auras jamais. J'ai laissé une larme couler. J'ai pris un stylo à billes bon marché, la main tremblante, et je l'ai laissé glisser de mes doigts sur la table. J'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai laissé mes épaules être secouées par des sanglots fabriqués. Reprends-toi, a marmonné Marcus, dégoûté. Je ne veux pas plus d'argent, ai-je murmuré. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Avant de signer, j'ai besoin que tu signes une chose pour moi, juste pour ma tranquillité d'esprit. J'ai sorti un document simple de mon sac, imprimé sur du papier bon marché, conçu pour ressembler à quelque chose qu'une femme désespérée aurait téléchargé depuis un ordinateur de bibliothèque. Un affidavit standard de déclaration financière sous serment. Jure-moi juste que tu n'as pas d'autre compte caché, ai-je dit. Pas d'argent secret quelque part. Si tu signes ça, je signerai ton règlement tout de suite. Holt l'a arraché, le parcourant rapidement. Nous ne signerons pas ça. Mais Marcus ne regardait pas son avocat. Il regardait la femme brisée de l'autre côté de la table, et il y a vu un moyen facile de mettre fin à une situation ennuyeuse sans des mois de paperasse. Laisse-moi voir, a-t-il dit, le lui arrachant des mains. Marcus, je vous déconseille fortement de signer tout document que mon cabinet n'a pas rédigé, a prévenu Holt. Marcus a ri. C'est un formulaire générique d'Internet, Richard. Elle pense que je cache une fortune secrète comme un méchant de film. Si signer ce truc inutile l'a fait sortir de ma vie aujourd'hui, je le signe. Belle s'est penchée, impatiente de le soutenir. C'est du baratin standard, Richard. Ça n'a pas de réelle valeur juridique. Holt s'est rasseoir, les bras croisés. Notez, pour mémoire,
mon cabinet n'assume aucune responsabilité pour toute responsabilité que cela pourrait créer. Noté et ignoré, a dit Marcus. Il a pris le stylo en or, a lu à voix haute la première ligne de l'affidavit avec un rire moqueur et a signé avec une fioriture. Je jure que je n'ai aucun actif non déclaré. Ma fortune est entièrement documentée. Heureuse? Belle, voulant paraître officielle, a sorti son tampon de notaire et l'a apposé à côté de sa signature, signant de son propre nom en tant que témoin. Le son de ce tampon frappant la table a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Un piège qui se referme. Voilà, a dit Marcus, me jetant le stylo. Maintenant, signe le règlement et sors de ma vie. J'ai posé ma main à plat sur le document. Et puis, complètement, j'ai arrêté de pleurer. Mes épaules se sont redressées, ma colonne vertébrale s'est tendue. J'ai essuyé les larmes de mon visage et je l'ai regardé avec une expression qui a fait chuter la température de la pièce de 10 degrés. Le sourire suffisant de Marcus a vacillé. Les mains de Belle se sont abaissées lentement. Même Holt s'est redressé, son instinct lui hurlant que quelque chose avait terriblement mal tourné. J'ai signé le règlement sans un mot de plus, puis j'ai plié l'affidavit, sa confession de parjure fédérale signée, et je l'ai glissé dans mon sac. Merci pour votre coopération, Marcus, ai-je dit en me levant. J'apprécie que vous ayez mis vos mensonges par écrit. Je suis sorti sans regarder en arrière. De retour chez Méridian, mon équipe l'avait déjà confirmé. Marcus ne se contentait pas de cacher sa fortune personnelle. Il dirigeait une opération de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de son cabinet, utilisant le bouclier juridique du secret professionnel de Belle pour rédiger de faux contrats de consultation pour des clients fortunés, déplaçant de l'argent sale via des sociétés écrans au Caïman. Avec Grant utilisant des contacts de jeux clandestins pour blanchir de l'argent liquide sur le plan national. Le lendemain après-midi, pendant qu'Eleanor organisait son déjeuner de charité hebdomadaire et que la maison était vide pour l'équipe de nettoyage, j'ai franchi le portail non verrouillé, exactement comme Simone l'avait promis. J'ai trouvé le coffre-fort caché derrière la bibliothèque dans le bureau d'Eleanor, j'ai entré le code de dérogation à 6 chiffres que Simone avait mémorisé en regardant par-dessus l'épaule de Marcus, et j'ai sorti un unique disque dur crypté. J'ai laissé l'argent. J'ai laissé les bijoux. J'ai pris seulement la seule chose qui comptait et je me suis assuré qu'il saurait exactement ce qui manquait quand tout s'effondrerait. Mon équipe a travaillé toute la nuit. Le disque décrypté a tout confirmé. Des milliers de contrats frauduleux portant la signature de Belle, des virements bancaires correspondant au registre de casino de Grant, et l'autorité exécutive de Marcus utilisée pour canaliser de l'argent blanchi dans des fonds spéculatifs légitimes. À l'aube, j'avais un rapport d'expertise complet, scellé du tampon rouge officiel d'un expert judiciaire nommé par le pouvoir fédéral. Je l'ai signé non pas en tant que Vivian Whitfield, épouse oubliée, mais en tant que Vivian Slatt, JD, directrice du Meridian Forensic Group. J'ai ordonné un dépôt simultané, une copie au greffe du tribunal de la famille en tant que pièce d'urgence, une transmise directement à la division de l'application des lois de la SEC et à l'unité des crimes financiers du FBI. Le piège était refermé. Il ne restait plus qu'à entrer au tribunal et à le laisser tomber. Je me tenais à l'extérieur de la salle d'audience 4B et je les observais à travers la vitre. Marcus vérifiant sa montre. Belle riant de quelque chose qu'il chuchotait. Eleanor drapée de diamants. Grant tapant nerveusement du pied, ignorant encore que ses comptes avaient déjà été gelés. J'ai poussé les portes. Pas de cardigan, pas de sac fourre-tout. Un tailleur anthracite, les cheveux tirés en arrière, des talons frappant le sol en marbre comme des coups de feu. Les rires se sont tus instantanément. J'ai dépassé la galerie et j'ai pris place à la table de l'intimé, seul. Madame Whitfield, a dit le juge Ashworth, la cour note que vous n'avez pas d'avocat inscrit. Qui vous représente aujourd'hui? Je me suis levé. Je me représente moi-même, votre honneur. Holt s'est levé d'un bond, se lançant immédiatement dans un discours retentissant sur mon manque de formation juridique, exigeant un jugement sommaire immédiat en faveur de son client. Qualifiant ma présence de cirque et se moquant de tout document que je pourrais soumettre comme étant un tableur fabriqué maison. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Votre honneur, ai-je dit calmement, en ouvrant ma mallette. Je ne suis pas ici pour discuter d'une offre insultante de 10 000 $. Je soumets le rapport d'expertise 402 concernant les actifs non déclarés et illicites du requérant. Holt a éclaté d'un rire moqueur et la galerie l'a rejoint, jusqu'à ce que Holt lui-même,
essayant de me discréditer, insiste sur le fait que la Cour ne devrait faire confiance qu'à des données forensiques certifiées de niveau fédéral provenant d'institutions d'élite nommées par le gouvernement. Comme le Meridian Forensic Group. Il venait sans le savoir de se porter entièrement garant de moi. Le juge Ashworth a ouvert le rapport, ses yeux fixés sur le sceau fédéral. Il a lentement retiré ses lunettes et a regardé Holt avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Conseiller, vous venez de passer 5 minutes à insister pour que cette cour se fie à l'autorité irréprochable du Meridian Forensic Group. Ne reconnaissez-vous pas la femme assise en face de vous ?» Holt s'est retourné, me regardant vraiment pour la première fois, sa confiance fissurée. Le juge Ashworth a frappé une fois de son marteau. Que le procès-verbal indique que l'intimée n'est pas une assistante administrative. Elle est Vivian Slatt, directrice du Meridian Forensic Group, comparaissant aujourd'hui en sa qualité d'expert judiciaire nommé par la Security and Exchange Commission. Le rapport qu'elle a soumis documente une conspiration de racket fédérale et de blanchiment d'argent impliquant le requérant. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Marcus s'est vidé de toute couleur. Les classeurs de Bell ont glissé de ses mains tremblantes et se sont écrasés sur le sol. Je me suis levé et j'ai calmement tout exposé à la cour. L'affidavit de parjure signé, les registres des caïmans décryptés, les contrats frauduleux portant la propre signature de Bell. Les marshals fédéraux, déjà postés aux portes par arrangement préalable avec la SEC, sont intervenus. Marcus a été menotté à la table, silencieux, paralysé. Bell s'est effondrée à genoux, sanglotant qu'elle était avocate, que cela ne pouvait pas arriver, alors qu'une deuxième paire de menottes se refermait sur ses poignets. Dans la galerie, Grant s'est précipité vers la sortie, droit sur Simone, qui bloquait l'allée dans un tailleur vert émeraude et lui a calmement remis ses papiers de divorce finalisés ainsi qu'un ordre de gel fédéral sur tous les comptes qui lui restaient. Eleanor a crié, se serrant la poitrine en regardant ses 2 fils être emmenés en l'espace de 5 minutes. J'ai fermé ma mallette. Simone s'est mise à mes côtés. Nous sommes sortis de ce palais de justice et dans la lumière froide et vive du soleil de Boston, sans regarder en arrière. Cette histoire est une leçon sur ce qui arrive lorsque l'arrogance aveugle les gens à la vérité qui se trouve juste devant eux. Marcus et sa famille ont pris le silence de Vivian pour de la faiblesse et son humilité pour de la stupidité. Le vrai pouvoir est rarement bruyant. Pendant qu'ils dépensaient leur énergie à se moquer de son passé et à fabriquer une fantaisie où ils étaient intouchables, elle rassemblait tranquillement des faits. Elle n'a jamais laissé sa colère dicter ses actions. Elle a laissé son intelligence guider sa stratégie, et elle a laissé leur propre arrogance devenir l'arme qui les a détruits. La plus grande vengeance n'est pas la cruauté, c'est la compétence. C'est de s'en aller avec sa dignité intacte et sa liberté assurée de façon permanente. Si vous avez déjà dû déjouer discrètement quelqu'un qui vous a gravement sous-estimé, racontez-le-moi dans les commentaires ci-dessous.